La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à ce petit webinar. On va démarrer dans quelques minutes. Je vais attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps de laisser un peu plus de monde de se connecter. Pour ceux qui sont connectés, est-ce que vous m'entendez de manière claire? Si vous pouviez utiliser le... Parfait, merci Alexis, merci Laurent, oui c'est bon, parfait, merci. Alors, sauvegarde de serveur physique Windows. Tel est le sujet du jour, le sujet du webinaire de cet après-midi. Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Arnaud Kenum. Je suis système ingénieur chez Vim maintenant depuis 7-8 ans. J'ai occupé différents rôles en tant que système ingénieur depuis 7-6 ans. Et c'est toujours un grand plaisir d'être là avec vous pour animer ces petites sessions techniques, pour vous parler un tout petit peu de notre proposition de valeur, de nos technologies, de nos mécanismes, et de voir ensemble de quelle manière Vim peut vous aider à résoudre certaines de vos difficultés ou apporter des réponses, en tout cas vous donner un peu plus de confiance et de sérénité dans votre stratégie de protection de données. Alors on va parler sauvegarde serveur physique, Windows précisément. Je ne vais pas utiliser beaucoup de slides, vous verrez, je ne vais pas utiliser beaucoup de PowerPoint. Et je vais passer assez rapidement sur la démo pour voilà, vous donner, vous partager des informations sur le sujet et en illustrant en même temps directement sur un environnement de lab. Ce sera sans doute plus concret pour vous, plus intéressant que de vous communiquer ces informations sous forme de PowerPoint. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste dire 2-3 choses un peu sur Vim, voilà, faire quelques rappels. Pour vous parler un peu de la proposition de valeur de Vim de manière globale. Aujourd'hui, notre proposition de valeur, elle s'articule autour de 3 axes. L'axe majeur et principal, c'est celui qui consiste à vous apporter des réponses, à vous proposer des technologies, des mécanismes pour vous aider à moderniser votre stratégie de protection de données et de manière plus précise, moderniser votre sauvegarde. Moderniser sa sauvegarde, c'est mettre en œuvre des technologies qui vont vous permettre de réduire la complexité, réduire les coûts qui sont inhérents à la gestion de la protection de données, vous permettre d'arriver à délivrer ou d'arriver à répondre de manière satisfaisante aux engagements en termes de SLA que vous aurez pris auprès des métiers, auprès de vos clients, auprès de la direction,
de l'entreprise. Donc une solution capable de fournir des RTO et des RPO, donc des temps de restauration qui soient optimaux et une perte de données qui soit la plus faible possible. Donc c'est ça globalement dans les grandes lignes, moderniser sa sauvegarde, réduire les coûts, réduire les risques avec une solution fiable qui sait protéger vos données, qui sait vous les restituer lorsque vous en avez besoin, et une solution qui soit aussi capable de, pourquoi pas, améliorer en tout cas vous fournir et vous donner beaucoup plus de confiance et de sérénité. Donc modernisation de la sauvegarde, c'est l'axe majeur de notre proposition de valeur. Le deuxième axe, disons qu'il est, comment dire, il va s'articuler autour d'une des préoccupations majeures de toutes les directions informatiques, de tous les services informatiques aujourd'hui. C'est la question de la sécurisation des données, la sécurisation de la donnée, protection ransomware. On sait que ça fait partie des préoccupations majeures de toutes les DSI, et donc on se doit d'apporter un certain nombre de réponses, ou en tout cas on se doit de vous accompagner aussi dans cette démarche de sécurisation pour que vous ayez une confiance et une sérénité qui soit beaucoup plus intéressante et vous aider à avoir une stratégie de protection de données qui soit la plus résiliente possible. Donc sur cet axe-là, on a pas mal de choses à faire valoir. Ce n'est pas le sujet du jour, mais sachez qu'on a tout un ensemble de choses, à la fois de méthodologies, de bonnes pratiques, de fonctionnalités, de technologies qui vont vous permettre d'avoir une résilience qui est bien meilleure dans ce contexte de protection ransomware. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes sur le sujet qu'on propose autour de la menace ransomware, savoir comment sécuriser vos sauvegardes, les protéger elles-mêmes. C'est vrai, quand on parle menace ransomware, il est question de protéger ces données contre un chiffrement, mais il faut aussi protéger les sauvegardes qui sont réalisées. Et pour ça, on a tout un arsenal de choses, de possibilités qui vous sont offertes pour protéger vos sauvegardes, sécuriser vos restaurations, restaurer le plus rapidement possible et vous donner aussi des facilités dans la préparation, parce que la préparation est importante, la préparation est quasiment, je dirais, capitale. Et donc, il existe chez Vim des fonctionnalités, des outils qui vont vous apporter de la simplicité, de la facilité dans la mise en œuvre de tests réguliers, ce genre de choses. Et pour finir, le troisième axe, il s'articule autour du cloud. Beaucoup de choses autour du cloud, parce que, encore une fois, on répond à une vraie tendance du marché, une demande de la part de nos clients. On s'adapte aux évolutions aussi de nos clients. Et on sait aujourd'hui que les infrastructures de nos clients, vos infrastructures, sont de plus en plus hybrides et que le cloud est un sujet qui prend de plus en plus de place dans votre stratégie. Et donc, vos données, vos applications qui sont de plus en plus développées directement dans le cloud, qui sont cloud natives, entre guillemets, ces données-là, on sait que vous posez aussi la question de savoir comment les protéger. Alors, vous avez des données on-premise que vous protégez, ces données cloud que vous générez, vous posez la question de savoir si elles doivent être également protégées, de quelle manière elles doivent l'être. Et donc, voilà, on a des propositions à vous faire dans ce sens pour protéger aussi ces données, ces nouvelles données que vous créez, que vous gérez dans le cloud, sous différentes formes, hein, des applications qui tournent dans des machines virtuelles sur des infrastructures des hyperscalers du marché, mais aussi des données de type SaaS que vous générez à partir des applications de type SaaS comme Office 365, Salesforce et d'autres, ou même des conteneurs Kubernetes par exemple. Tout ça, ce sont des sujets qu'on couvre, qu'on adresse, et ce sont aussi des types de données qu'on sait protéger, en tout cas pour lesquelles on a des réponses et des propositions, des choses à vous proposer. Et puis, on s'assure d'avoir aussi, dans cette brique cloud accélération du milieu, hein, sur le slide, on s'assure d'avoir une vraie passerelle entre les deux environnements et on s'assure de vous donner une mobilité optimale entre vos infrastructures on-premise et les infrastructures cloud, en permettant de sauvegarder d'un côté, de restaurer de l'autre côté, de faire l'inverse, voilà, avec une vraie réversibilité entre ces deux environnements. Quel est aujourd'hui, alors ça c'est
je pense que c'est peut-être des rappels pour certains d'entre vous, mais c'est toujours bien de faire un petit refresh un peu des capacités de Vim, peut-être pour vous communiquer aussi des informations sur le fait que Vim peut peut-être protéger des données pour lesquelles vous n'auriez pas pensé à Vim forcément. Aujourd'hui, toute la proposition de valeur, je dirais qu'elle est comment dire, matérialisée par la Vim plateforme. Alors la Vim plateforme, ce n'est pas un produit, c'est tout un ensemble de solutions, des fonctionnalités, des mécanismes, des technologies qui vont permettre de manière transversale de protéger l'intégralité de vos données de manière la plus centralisée possible, d'une manière la plus centralisée possible. Donc dans la Vim plateforme, vous avez plusieurs produits, vous avez Vim Backup et Réplication, vous avez Vim One, vous avez Vim Disaster Recovery Orchestrator, qui vont avoir des fonctions bien particulières. Mais la volonté, c'est de gérer tout ça comme une plateforme avec une vraie interaction entre ces produits, une réelle synergie entre ces produits. Donc, ce ne sont pas des briques totalement indépendantes les unes des autres, mais des briques qui fonctionnent en synergie pour assurer ces fonctions de protection de données globales. Qu'est-ce qu'on protège sur via cette plateforme? Alors évidemment, on parle de protection, donc il y a de la sauvegarde, la réplication, il y a aussi du monitoring, du reporting, du capacity planning de tous ces environnements, de la gestion de reprise d'activité, l'orchestration de reprise d'activité avec VDRO. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on utilise le terme de plateforme, parce que derrière, ce n'est pas seulement de la sauvegarde de workload, mais c'est aussi la gestion des workloads, du monitoring, du reporting, du capacity planning pour vous aider à avoir une gestion qui soit la plus proactive possible et l'orchestration de votre reprise d'activité, and so on and so on. Alors qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on gère grâce à cette plateforme? Quasiment tous les types de workloads et toutes les formes, tous les conteneurs, tous les types de données que vous aurez dans vos environnements, les machines virtuelles évidemment, VMware depuis les tout débuts de Vim. Vim est né dans la virtualisation et Vim a été conçu pour VMware il y a maintenant 16 ans, 15-16 ans. Hyper-V est arrivé un peu plus tard, Nutanix HV, puis Red Hat Virtualisation plus récemment, donc ça c'est pour la partie virtualisée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les données non structurées, la sauvegarde de NAS, donc des baies de stockage NAS, qui proposent des services de serveurs de fichiers, ou même de simples serveurs de fichiers NAS avec des partages CIFS ou NFS vont être protégés avec Vim. Évidemment, les applications d'entreprise que vous avez dans vos infrastructures, les bases de données les plus connues, les plus utilisées, Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL, et puis Kubernetes qui est arrivé un peu plus récemment. Kubernetes, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on a une réponse pour la protection des conteneurs Kubernetes, et donc toutes les distributions Kubernetes sont protégées, on sait les sauvegarder de manière optimale. Et puis la partie cloud, pour lesquelles on a des solutions dédiées pour chaque hyperscaler. Donc on retrouve les hyperscalers leaders du marché. AWS sera protégé à la fois des instances EC2, mais des VPC également, des bases de données RDS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, et les données de type SaaS avec Microsoft 365 évidemment, qui est sans doute l'application SaaS la plus utilisée aujourd'hui. Et Salesforce, pour laquelle on a une toute nouvelle solution qui sera, je crois, disponible officiellement dans quelques semaines, quelques mois. Vim Backup for Salesforce. Et puis tout en bas à droite, c'est un peu le sujet du jour. Je voulais finir là-dessus. Sauvegarde de serveurs physiques. Donc, sauvegarde de serveurs physiques x86, Windows et Linux, mais aussi sauvegarde de Mac, serveur x86, macOS, mais je voulais surtout parler des deux du bas, les serveurs Unix, que sont des AX, et Oracle Solaris. Voilà. Donc ce sont des agents qu'on a pour sauvegarder évidemment ces serveurs physiques.
Et donc, selon, si on doit le faire un peu, comment dire, de manière chronologique, on a commencé par Windows, premier agent, Windows, Linux. Les Unix sont arrivés un peu plus tard. On a fini plus récemment, je crois que c'est le dernier agent qu'on propose, c'est l'agent pour la sauvegarde de macOS. Donc aujourd'hui, le sujet physique, c'est un sujet qu'on adresse depuis plusieurs années maintenant, depuis 7-8 ans, avec plusieurs itérations de versions pour la partie x86, mais aussi la partie Unix. Et aujourd'hui, enfin, on a une réponse qui est tout à fait cohérente, robuste, mature, stable, pour protéger vos environnements physiques. Et donc, on va parler un peu plus en détail de la sauvegarde de serveurs physiques Windows. Voilà, on va essayer de voir comment protéger de manière optimale ce type de serveur, quelles sont les configurations un peu spécifiques, quelles sont les options de l'interface dans la console Vim qui sont offertes, qui vont vous permettre peut-être de mieux sécuriser, mieux protéger et d'aller peut-être plus loin que ce que vous ne faites aujourd'hui. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais switcher sur un petit lab. Ah. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On va pas attendre forcément la fin pour poser vos questions. Si vous avez des questions qui vous traversent l'esprit sur l'instant, n'hésitez pas à les poser. Je jetterai un œil de temps en temps. Alors, question de André. Première question de André. Bravo André. Première question. Les hyperviseurs XCP NG sont-ils gérés par Vim? Alors, je ne sais pas ce que c'est comme hyperviseur, mais c'est pas très grave, je peux quand même répondre à la question. Alors, tous les hyperviseurs, sur le slide précédent, je vous ai montré, c'est un fork de Xen, d'accord, ok. Donc c'est du Xen, une déclinaison, ok. Tous les hyperviseurs, alors il y a 4 hyperviseurs qui sont supportés pour des sauvegardes en mode image. Sauvegarde en mode image, c'est des sauvegardes qu'on va réaliser via les API de ces hyperviseurs-là et aller sauvegarder l'enveloppe. Donc c'est de la sauvegarde sans agent, agentless. Évidemment, pour une VM, c'est l'idéal. Sauvegarder l'enveloppe, c'est l'idéal parce que ça ouvre des perspectives meilleures en termes de sauvegarde. On peut faire de l'instant recovery, on peut faire pas mal de choses. Maintenant, pour tous les autres, donc Xen par exemple, et les déclinaisons de Xen, il n'y a pas d'intégration directe via les API pour sauvegarder un mode image. Et donc l'approche à avoir pour protéger quand même ces machines virtuelles, c'est de les sauvegarder comme des machines physiques. Et donc, on va installer des agents dans ces machines virtuelles pour les sauvegarder comme des machines physiques. Vous allez voir que c'est tout aussi intéressant. Il y a vraiment très peu de différence entre sauvegarder une VM ou sauvegarder une machine physique parce que les fonctionnalités, tout ce qui est très intéressant dans la sauvegarde de VM en mode image, on peut quand même le mettre en œuvre ou en bénéficier en sauvegardant une machine physique. On va en discuter, là tout à l'heure. Donc, c'est sauvegarde via agent. On pousse les agents sur les VM, on les sauvegarde. L'avantage, c'est que les sauvegardes Vim de VM ou de machines physiques ont exactement le même format. Et vous verrez que pour la restauration, c'est quasiment identique, que la source soit de la VM ou de la machine physique, on a quasiment les mêmes possibilités en termes de restauration. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, donc, je suis sur un Vim Backup et Réplication, c'est une console. C'est un environnement de lab qui est assez chargé, mais on va commencer par le début. Pour sauvegarder des machines physiques Windows, il y a différentes manières de faire. Avant de parler sauvegarde de ces machines, il faut déjà installer
des agents, il faut pousser des agents sur ces serveurs physiques, Windows ou Linux, ce sera vrai. En fait, c'est vrai pour tous les agents. Il faut déployer, installer des agents sur ces serveurs pour ensuite les sauvegarder. Ce qui est bien, c'est que tout cet aspect de déploiement des agents, gestion des agents, il est géré de manière centralisée depuis la console VBR. Donc, j'utiliserai l'acronyme VBR pour Vim Backup et Réplication. Tout cet aspect de déploiement, centralisation des déploiements, il est géré depuis la console VBR. C'est aussi la console qui va permettre de mettre à jour les agents lorsqu'il y a une nouvelle version de Vim de VBR. On va comme ça mettre à jour de manière centralisée, mettre à jour l'ensemble des agents déployés. Vous avez différentes manières de déployer cet agent. Vous pouvez le déployer manuellement. Si vous avez 2-3 serveurs physiques, vous pouvez vous le permettre. Mais si vous avez un nombre de serveurs physiques important ou que vous n'avez pas la main ou l'accès direct au serveur, ça peut être embêtant de ne pas avoir une solution qui permet de centraliser le déploiement. Vous pouvez utiliser vos outils de déploiement habituels. Vous avez déjà sans doute des outils qui vous permettent de déployer des choses automatiquement, des WSUS ou d'autres solutions du marché qui existent pour déployer des agents, déployer des composants sur des serveurs à distance. Vous pouvez maintenir l'usage de ces solutions-là. Et enfin, dernière possibilité, c'est confier à Vim cette fonction de déploiement, demander à Vim ou centraliser le déploiement des agents dans la console Vim. Pour ce faire, vous devez créer ce qu'on appelle un protection groupe. Alors, le protection groupe, vous le créez ici. Ici, donc dans Inventory, dans le menu Inventaire, Inventory, vous avez une rubrique, un groupe qui s'appelle Physical Infrastructure. Et donc là, dans Physical Infrastructure, vous créez ce qu'on appelle un protection groupe. Alors, je vais en prendre un pour vous montrer un peu les étapes de création du protection groupe. Le nom du protection groupe, très bien, rien de particulier à rajouter. La deuxième étape vous demande de définir le type, la manière dont vous souhaitez populer, je ne sais pas si ça se dit en français, la manière dont vous souhaitez, constituer le groupe pour avoir une gestion un peu dynamique. Dynamiquement, on veut que les machines intègrent ce groupe de manière dynamique. Donc pour y arriver, vous avez différentes manières de faire. Vous pouvez le faire de manière statique en sélectionnant Individual Computer et l'étape suivante, Vim va vous demander de lui dire de manière très spécifique et directe, lui donner la liste des machines intégrées dans le groupe. Donc il va vous demander des adresses IP ou des hostnames. Vous pouvez populer ce groupe via un fichier CSV que vous aurez pré-rempli. Peupler, merci André. Populer, c'est vrai, peupler ça marche aussi. Merci Christophe, André. Vous pouvez utiliser un fichier CSV que vous aurez pré-renseigné avec adresse IP hostname. Et ce fichier CSV, vous le fournissez, vous l'intégrez dans l'assistant pour créer ce protection group. Ou, avant-dernière possibilité, créer un groupe avec des agents qui sont déjà préinstallés sur les machines. Ça peut arriver qu'au moment de la création du protection group, vous avez déjà des serveurs physiques sur lesquels vous avez déployé manuellement l'agent. Et donc la dernière option de l'interface vous permet d'intégrer, de créer comme ça un groupe avec des machines qui ont déjà l'agent Vim d'installer. Et je voulais finir sur l'option qui est sans doute la plus utilisée, c'est la création d'un groupe de protection avec une intégration à l'Active Directory. Donc c'est l'option qui est sélectionnée. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est un peu grisé parce que j'ai pris un protection groupe existant. Cette option vous permet d'aller de sélectionner votre Active Directory et ensuite d'aller browser, de parcourir votre Active Directory. Ouais, j'ai pas tous les droits. L'Active Directory pour sélectionner les différents objets, sélectionner des OU par exemple,
pour avoir une gestion dynamique. Vous avez peut-être créé une unité d'organisation, une OU pour un serveur physique, vous avez organisé par OS ou par entité, par service par exemple, par application, pourquoi pas. Et donc en sélectionnant les OU, vous avez une forme de gestion dynamique et donc à chaque fois, dès que vous avez un nouveau serveur qui est intégré dans votre Active Directory et qui est ajouté dans l'EU, vous avez la garantie que ce nouveau serveur sera pris en compte par Vim pour déployer l'agent et ensuite, pourquoi pas, être sauvegardé aussi automatiquement. Donc ça, c'est l'étape de création, la manière dont on va peupler le protection group. Vous pouvez faire des exclusions. Ce qui est ici intéressant, c'est que Vim a la capacité de différencier, si vous avez sélectionné une OU, on sait reconnaître des machines virtuelles, faire la différence entre machines virtuelles et machines physiques. Donc si vous avez une OU avec des VM et des machines physiques, il faudra peut-être penser à cocher cette case pour que toutes les VM de l'OU soient automatiquement exclues de ce groupe de protection, qui est un groupe de protection pour sauvegarde de machines physiques. Évidemment, vous pouvez aussi sélectionner individuellement certaines machines physiques à exclure du groupe de protection en cochant cette case de Following Object. Les credentials. Vous avez ici la partie master account. La partie credential, c'est pour l'étape d'après, c'est pour donner des droits à Vim, des privilèges à Vim pour le déploiement de l'agent. On va rentrer dans l'OS et puis installer l'agent, donc il faut que Vim ait un certain nombre de permissions. Donc c'est l'objectif de cette ligne. Vous pouvez faire du granulaire. Par défaut, toutes les machines ici vont hériter en fait de la configuration globale. Et si vous avez des credentials différents, qui sont différents et spécifiques à chaque serveur, vous pouvez ici rompre l'héritage, je dirais. Définissez ce qui est défini directement, va l'emporter sur la configuration globale. Et ici, un petit bouton test qui est bien pratique, qui va vous permettre de tester, vous assurer que le credential défini, que les mots de passe spécifiés sont les bons et qu'ils donnent bien à Vim les permissions et les privilèges nécessaires. C'est dommage de s'en rendre compte après quand on fait la sauvegarde ou quand on fait le scan. C'est toujours intéressant de vérifier tout de suite à cette étape pour s'assurer que les logins et que les credentials sont les bons. L'étape d'après, c'est l'étape quasiment finale, c'est l'étape la plus intéressante parce que c'est l'étape où vous allez définir la fréquence de découverte, le scan qui va être fait par Vim pour aller vérifier, regarder s'il y a de nouvelles machines, par exemple, dans l'OU de votre Active Directory. Donc c'est un rescan qui est fait par Vim et vous définissez ici la fréquence et l'heure d'exécution. On a ici par exemple une exécution, un scan qui est fait tous les jours à 21h. Vous pouvez donc modifier cette fréquence et définir l'heure d'exécution. Ensuite, il y a la partie déploiement de l'agent. Vous avez la notion de serveur de distribution. C'est donc le serveur qui va avoir cette fonction de distribution de l'agent sur le serveur, d'installation de l'agent. Par défaut, c'est le backup serveur qui a ce rôle, mais vous pouvez parfaitement utiliser un autre serveur pour assurer cette fonction de distribution. Et puis après, c'est voilà, vous personnalisez la manière dont vous souhaitez que la distribution, l'installation de l'agent se fasse. Install backup agent automatically, donc voilà, coché. Mise à jour automatique de l'agent. Installation automatique des CBT, donc du Chunk Block Tracking Driver pour Windows. Donc ça, ce sont des CBT qui sont plus performants que les CBT, le Chunk Block Tracking natif de Windows. Et vous pouvez aussi cocher cette case si vous souhaitez, souvent ce n'est pas souhaitable, que Vim redémarre automatiquement les serveurs si c'est nécessaire. Si vous voulez conserver la main sur le reboot, surtout décocher cette case pour pouvoir contrôler le redémarrage de vos serveurs après l'installation des agents. Dans la partie avancée, comme ça on aura parcouru quasiment l'ensemble des options. Bon, la partie notification, il n'y a pas grand chose à dire. On pourrait configurer des notifications pour être prévenu, avoir les informations. Ici, vous avez peut-être des choses intéressantes sur la partie réseau.
pour restreindre l'usage de VPN. Alors ça peut être utile pour la sauvegarde des postes de travail. On verra tout à l'heure toutes les options un peu spécifiques à la sauvegarde de postes de travail, mais ça, c'est des options souvent qui sont utiles pour la sauvegarde de postes de travail. Restreindre les VPN, restreindre les réseaux Wi-Fi, limiter l'activité de l'agent pour ne pas dégrader éventuellement les performances de la machine lorsque l'agent en sauvegarde assure la sauvegarde. Donc par défaut, c'est uniquement réservé au poste de travail, mais vous pouvez très bien changer le comportement et l'appliquer à la fois au serveur et au poste de travail. Ça également, c'est des options qui sont très utiles pour la partie sauvegarde de poste de travail. Sauvegarder, permettre la restauration de fichiers sans avoir des privilèges administratifs, sans avoir un compte d'administration, un compte d'administrateur. Donc ça, voilà, pour la sauvegarde de postes de travail, la restauration des postes de travail, pour donner de l'autonomie de restauration aux utilisateurs, c'est des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. On reviendra tout à l'heure sur la partie postes de travail. Donc, une fois que ça c'est fait, la session est terminée. Après, c'est de la vérification, voilà, apply, summary. Donc, je ferme tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une fois que c'est fait, on voit apparaître progressivement l'ensemble des machines qui sont découvertes par Vim à l'issue du rescan. Et si vous avez laissé l'option installation de l'agent automatique, vous verrez que l'agent va progressivement, donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre avec le déroulement, avec les opérations réalisées par Vim. Il va essayer de se connecter aux machines, il va essayer de pousser l'agent et vous voyez l'état d'avancement de chacune de ces opérations. Et quand tout est terminé, vous avez ces informations, l'adresse IP de la machine, installée, pas installée, la version de l'OS. Et si vous faites un clic droit, ici, vous aurez également l'ensemble de ces informations avec en plus la version de l'agent Vim qui est installée, la version du CBT. Okay. Donc là, on est sur une configuration qui tourne avec les agents qui sont déployés opérationnels. Je regarde quelques questions. Y a-t-il la possibilité d'empêcher le rescan tous les jours? Oui, absolument. Si je dis pas de bêtises, c'est Bonne question. Empêcher le rescan tous les jours. Alors tous les jours, oui, il faut modifier la fréquence. Donc choisir le jour précis, le ou les jours. Ou ici, modifier, qu'est-ce qu'on a ici? Non, heure, ok, là on est plutôt en ordre de grandeur, on est plutôt au niveau en heure. Là c'est daily at this time. Donc on peut descendre, enfin augmenter la fréquence, je pense, au moins une fois par semaine. Every day, weekdays, this day. On peut passer de 24 heures à une fois par semaine. Voilà. Question. Pourquoi est-on obligé de mettre l'adresse IP pour que cela fonctionne au lieu du nom hostname du serveur? Pourquoi est-on obligé de mettre l'adresse IP pour que cela fonctionne au lieu du nom du serveur? On peut mettre les deux en fait. Alors là, c'est l'adresse IP parce que l'adresse IP a été rentrée, mais si vous avez une bonne résolution de nom sur le réseau, vous pouvez utiliser les hostnames. Ça fonctionnera parfaitement. C'est hostname ou IP. S'assurer qu'il y a un DNS opérationnel. Une bonne résolution des noms. Alors, une fois que c'est créé, une fois que le protection groupe est créé, bon, on peut ensuite créer un job de sauvegarde. Alors, le protection groupe n'est pas indispensable pour créer un job de sauvegarde. C'est une facilité qui vous permet d'avoir comme ça une gestion dynamique
avoir une gestion dynamique, vous avez un protection groupe, vous avez un nouveau serveur dans l'infrastructure, à partir du moment où il est intégré dans l'AD, vous savez qu'il est pris en charge par Vim avec un agent qui va être automatiquement déployé. Et si vous avez créé un job de sauvegarde avec comme source de la sauvegarde ce protection groupe, vous avez ce nouveau serveur qui est automatiquement intégré dans votre job de sauvegarde avec un point de rétention, une sauvegarde qui est créée pour cette machine et pour ce serveur. Donc, la création d'un job. Je reviens ici sur la fenêtre. Je vais prendre, allez, je vais en créer un. Alors, différentes manières de créer un job de sauvegarde. Je mets là. Ok, c'est mieux. Backup job, tout en haut, Windows Computer. Donc on veut sauvegarde de serveur Windows physique. Donc je vais lancer l'assistant de création de mon job de sauvegarde Windows. Et la première étape me demande de choisir le mode de sauvegarde. Quel est le type et quel est le mode? Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Workstation, ça va sans dire, poste de travail. Et en fait, il y a des petites spécificités pour la sauvegarde de poste de travail, donc des fonctionnalités qui n'existent, qui sont réservées exclusivement au poste de travail et vice versa. On va commencer par la partie serveur, donc je laisse serveur, et après il faut ici choisir le mode. Est-ce qu'on est sur un manage by backup server ou manage by agent? En fait, l'agent Vim, l'agent de sauvegarde Vim, peut fonctionner de deux manières. Il sait fonctionner de manière totalement autonome. Et donc, dans ce cas de figure-là, il va recevoir ce qu'on appelle une policy. Donc, c'est une configuration de sauvegarde qui va lui être envoyée. Ensuite, une fois qu'il a ces informations, il va être totalement autonome dans la sauvegarde. Il va sauvegarder ce qu'on lui a dit de sauvegarder, le type de données, est-ce que c'est des volumes, des fichiers ou toute la machine. Et il va envoyer cette sauvegarde dans le repository indiqué dans la policy. Voilà. Et là, il fonctionne en parfaite autonomie. Donc ça, c'est un mode de sauvegarde qui peut être utile, intéressant, pertinent. Alors déjà, pour le poste de travail, vous verrez que pour le poste de travail, c'est la seule possibilité. Les agents des postes de travail sont toujours autonomes. Pour un serveur, ça peut être pertinent d'être dans ce mode-là, mode autonome, donc le manage by agent, lorsque des serveurs physiques sont dans des sites distants, dans des filiales, voilà, sites un peu distants ou de manière un peu isolée. Il peut être préférable d'utiliser un agent autonome et de ne pas créer de dépendance entre le backup serveur sur le site central et cet agent installé sur un serveur, sur un site distant par exemple. Okay. Donc le manage by agent, ça c'est le mode autonome, géré par agent. Le manage by backup server, c'est une configuration où l'agent n'est pas autonome, il va dépendre complètement du backup server. C'est le backup server qui va envoyer des ordres de travail, qui va déclencher, scheduler, déclencher la sauvegarde de l'agent. Et donc là, on va créer un job de sauvegarde sur le backup server et pas une policy. Donc dans la console, vous avez une différence entre job de sauvegarde et policy de sauvegarde. La policy, c'est simplement les informations sur la source de la sauvegarde, ce qu'on veut sauvegarder, c'est sur la destination, et puis ce qu'on fait au milieu, les petites options de configuration au milieu. Ça, c'est une policy. Un job de sauvegarde, c'est vraiment, on va définir l'heure de démarrage, la fin, le scheduling, et puis c'est le composant, c'est le backup server qui va orchestrer, gérer, déclencher l'ensemble de ces sauvegardes. Donc, le manage by backup server, on va l'utiliser lorsqu'on a la garantie que les serveurs sont sur, les backup servers sont sur la même infrastructure, qu'il n'y a pas de risque d'interruption qui empêcherait le backup server d'envoyer des ordres de sauvegarde sur l'agent. Workstation, donc serveur, ok, on va avancer dans l'assistant, le nom pour la sauvegarde, très bien. Et ici, on sélectionne les machines à protéger. Donc ici, quand je fais Add, j'ai Individual Computer. Si je veux manuellement et de manière statique intégrer des serveurs dans mon job, donc là, il va me demander les adresses IP ou les hostnames des serveurs. Et sinon, gestion dynamique, c'est passer par intégrer des groupes de protection. Et donc les groupes de protection sont ceux
qu'on a créé dans l'étape précédente. Et le groupe de protection que j'ai utilisé pour illustrer mes propos, c'est celui-là. Je vais au hasard mettre par exemple cette machine, où je peux mettre tout le groupe de protection, ce qui est encore mieux. Pour avoir une vraie gestion dynamique, c'est faire ça. D'ailleurs, je vais enlever. Voilà. On a un groupe de protection. Et donc, toutes les nouvelles machines qui seront intégrées dans ce groupe de protection seront automatiquement sauvegardées par ce job que je suis en train de créer. Donc, on a une gestion comme ça, dynamique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il faut dire à Vim, lui indiquer la granularité de sauvegarde. À la différence de sauvegarde de VM, sauvegarde de VM, il n'y a pas de granularité au moment de la sauvegarde. On pourrait, mais c'est pas l'idéal. On sauvegarde l'enveloppe complète. Lorsqu'on sauvegarde des serveurs physiques, on peut définir une granularité plus fine que la sauvegarde globale. Donc on va indiquer ici sauvegarde complète. Donc là, c'est sauvegarder l'ensemble des volumes de la machine. Ou sauvegarde niveau volume, on va avoir la possibilité de sélectionner des volumes particuliers. Le volume data uniquement, exclure le volume système ou l'inverse. Enfin voilà, on a ici possibilité d'avoir cette granularité. Et enfin, ici, la sauvegarde niveau fichier, file level backup. Alors, vous avez en parenthèse ici slower. Slower parce que la sauvegarde niveau fichier est toujours un peu plus lente que la sauvegarde volume. Sauvegarde bloc level backup. La sauvegarde volume et la sauvegarde image, c'est la sauvegarde au niveau bloc. La sauvegarde bloc est toujours plus rapide que la sauvegarde fichier, file level. Donc voilà, avoir à l'esprit. On peut gérer la finesse, mais s'assurer que le bénéfice ne vient pas annuler, enfin que la pénalité, la lenteur ne vient pas annuler le bénéfice que vous aviez, vous aurez eu en sauvegardant au niveau fichier. En fonction de ce que vous sélectionnez, vous avez ici des étapes supplémentaires qui apparaissent. Si je sélectionne File Level, je vois ici qu'il y a une étape suivant Object. On va aller voir ce qui se passe. Cette étape supplémentaire me permet d'aller encore un peu plus loin dans les détails de ce que je veux sauvegarder. C'est une sauvegarde fichier, mais quel fichier est-ce que je veux sauvegarder? Quel type de fichier je veux sauvegarder? Donc c'est une étape qui vous donne une facilité de configuration, qui vous facilite un peu les choses dans la sélection des fichiers que vous souhaitez sauvegarder. Si vous ne souhaitez sauvegarder que les fichiers Windows de l'OS, vous avez une case ici qui va automatiquement sélectionner pour vous l'ensemble des fichiers utilisés par l'OS, par l'operating system. Si vous ne souhaitez sauvegarder que du personal files parce que c'est une sauvegarde poste de travail par exemple, vous avez ici aussi une aide qui va vous permettre de sélectionner pour vous automatiquement les fichiers personnels. Donc là, vous pouvez cocher, décocher en fonction de ce que vous souhaitez intégrer. Ou ici, la possibilité d'aller sélectionner directement des fichiers ou des répertoires en particulier ou spécifiques sur la machine. Dans la partie avancée, vous pouvez inclure ou exclure, définir des masques. Si par exemple vous souhaitez sauvegarder des fichiers dans un répertoire, mais exclure tout ce qui est MP3 ou JPEG, enfin peu importe, vous pouvez définir des masques pour exclure certaines extensions de fichiers, par exemple. Donc inclusion et exclusion, vous pouvez faire les deux. Et ici exclure aussi tout ce qui est dossier OneDrive, Microsoft OneDrive, parce que peut-être déjà synchronisé par les mécanismes de synchronisation Microsoft. Je me remets ici, on voit que l'option a disparu, parce que là on est sur une sauvegarde complète. L'étape suivante, ici, me permet de définir le repository de destination. Donc, j'ai un petit freeze de connexion Internet, ok, c'est mieux. Ici, je vais choisir le repository de destination. Donc là, j'ai la liste de tous les repositories connus et enregistrés sur mon VVR. La rétention, le GFS, configuration d'une target secondaire, si vous voulez envoyer aussi sur bande ou sur un autre repository, vous pouvez le configurer ici, rajouter le job de sauvegarde sur bande. Voilà, tout ça, ces options-là sont des options
classique traditionnel que certains d'entre vous connaissent déjà sur la partie VM, parce qu'il y a beaucoup de similitudes évidemment avec, avec l'assistant de création de job de machines virtuelles. Bon, rien de plus intéressant que ça dans cette partie. L'étape suivante, c'est l'étape pour tout ce qui est processing. Tout ce qui est application aware image processing. C'est en fait garantir que les sauvegardes sont cohérentes. Donc voilà, je pense que c'est des concepts que vous connaissez. En sauvegarde, il faut s'assurer que c'est cohérent, qu'il y a une consistance, une cohérence au niveau file system déjà, et puis après au niveau applicatif. Donc file system, c'est géré par le système de fichiers, par l'OS. Hein, chez Windows, c'est VSS et framework VSS qui vont s'assurer que le file system est cohérent, NTFS ou REFS. Et puis au niveau applicatif, dans le monde Microsoft, c'est aussi les VSS qui vont garantir et assurer cette consistance et cette cohérence. Donc vous avez autant de VSS que d'applications Microsoft. VSS pour Active Directory, SQL, SharePoint, and so on and so on. Pour tout ce qui est base de données, Oracle, c'est aussi la possibilité de le faire. Donc la gestion de la cohérence applicative, elle se gère ici. Vous devez cocher cette case Enable Application Aware Processing pour que Vim s'assure de la cohérence des sauvegardes. Donc Vim va mettre en œuvre une interaction avec le file system ou avec l'applicatif pour prévenir l'application, attention, je vais te sauvegarder, mets-toi dans l'état qu'il faut, vide la mémoire, flush tout ce qui est en RAM pour que les sauvegardes soient consistantes et cohérentes, que tout soit bien écrit, enfin voilà. Ici, Edit, pour le configurer, vous avez ici l'activer, pas l'activer, ça c'est pour la partie log, donc pour SQL et Oracle, hein, la gestion des logs. Est-ce que vous voulez que Vim gère un peu les logs et transactions log, ou est-ce que vous voulez laisser l'applicatif gérer cet aspect log, purge des logs? La partie SQL va se configurer ici. Si c'est Vim qui sauvegarde les journaux de transactions SQL, hein, il faut le lui indiquer, ou ici, il va tranquer les logs. Vous pouvez aussi lui dire de sauvegarder les logs, et si c'est Vim qui sauvegarde les logs SQL, il faut dire à quelle fréquence il doit le faire, et lui indiquer la durée de conservation des logs, la rétention de conservation des logs qui ont été sauvegardés par Vim. L'intérêt de Vim de faire ça, c'est ça vous donne la possibilité, lorsque vous êtes administrateur de backup et pas un DBA, vous avez la possibilité de faire de la restauration point in time recovery, directement dans Vim. Donc c'est une facilité qu'on offre. Si vous êtes dans un contexte où vous avez des vrais spécialistes, des DBA, SQL, Oracle, en général c'est à eux de faire cette opération-là. Et donc Vim va se contenter de tronquer les logs après la sauvegarde. Et tout ce qui est point in time recovery, c'est géré par les DBA en utilisant probablement les outils natifs de la base de données. Donc Herman sur SQL, sur Oracle ou l'équivalent. SQL Manager Studio sur SQL. Donc ça, c'est une facilité. Vim aille sauvegarder les logs SQL pour ensuite permettre de restaurer à partir de la sauvegarde d'image. Il y a une restauration de la sauvegarde d'image qui est faite et ensuite Vim va rejouer les logs, les transactions logs pour restaurer la base à un instant très précis, à la minute près. Donc la partie Oracle, sur le même principe, se configure ici. La partie SharePoint, la partie script. Et dans la V12 de Vim, la prochaine version là, qui sort fin d'année, début janvier, ici il y a un onglet supplémentaire qui est PostgreSQL. Donc on va apporter en fait les mêmes possibilités, tout ce que je vous montre ici. Vous allez l'avoir pour la partie PostgreSQL. Possibilité d'avoir une meilleure intégration avec vos bases de données PostgreSQL. Ok, donc ça c'est assez importante comme lorsque même pour simplement un serveur Windows sans applicatif, sans application transactionnelle, il est important de bien configurer le guest processing, l'application à processing pour avoir au minimum une cohérence au niveau file system, donc NTFS ou REFS, hein, selon le file system Windows utilisé. Et puis si vous avez une application AD, SQL, Oracle, SharePoint, évidemment, c'est indispensable, encore plus indispensable de configurer
cette étape pour avoir des sauvegardes cohérentes. Ça, c'est pas indispensable, c'est l'indexation. Ça peut être utile sur un serveur de fichiers. Si vous sauvegardez un serveur de fichiers, ça peut être utile d'activer l'indexation pour que Vim ait connaissance de toute la structure du système de fichiers. Ça facilite après les recherches de fichiers pour accélérer un peu les restaurations au travers de l'Enterprise Manager. Et la partie schedule. Alors la partie schedule, elle est exactement la même que celle disponible pour la sauvegarde de machines virtuelles. Je reviens en arrière. Ici, on va sélectionner plutôt Workstation cette fois-ci. Donc on fait comme si on voulait sauvegarder un poste de travail. Vous voyez tout de suite que le mode Manage by Backup Server est grisé. La seule option disponible, c'est le Manage by Agent. Parce que l'agent poste de travail, il est toujours autonome. C'est le seul mode de fonctionnement. Il ne peut pas être géré par le backup server, ce qui est cohérent. Un poste de travail peut ne pas être connecté au réseau, évidemment, si c'est un poste nomade, en déplacement, il faut que l'agent soit autonome et capable de sauvegarder, d'assurer les fonctions de sauvegarde sans être connecté, relié au backup server ou sans attendre d'instruction à la part du backup server. Donc c'est pour cette raison que l'agent de poste de travail fonctionne qu'en mode managé, en mode autonome, manage by agent. Qu'est-ce qu'on a de différent? On a tout ça, pas de changement, ça c'est le même principe. Sauvegarde complète, volume, fichier. Et ce que je voulais vous montrer surtout, bon ça c'est les destinations, donc on peut envoyer vers un repository Vim, on peut envoyer vers un Cloud Connect repository, on peut envoyer vers un espace, un share CIFS ou en local. Bon, c'est pas recommandé, mais techniquement ça fonctionne. Ah oui, ah oui. We do not recommend backup disk to itself, évidemment. Je voulais sélectionner ça, le backup server. Donc ici, le backup server, il va me présenter la liste des repositories, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, pas de changement. Et ça, c'est voilà, ça c'est spécifique au poste de travail. C'est un cache qui permet, dans l'hypothèse où la sauvegarde du poste de travail est censée être faite vers un repository Vim distant, supposons que ce soit la sauvegarde d'un poste de travail nomade, qui est censé sauvegarder vers un repository sur site distant, le poste de travail peut ne pas être connecté au réseau ou via le VPN par exemple au moment de la sauvegarde. Donc l'idée là du cache, c'est permettre à ce que la sauvegarde se fasse, permettre à ce que le point de rétention de sauvegarde soit quand même fait et qu'il soit stocké en local dans ce cache, le temps que la connexion soit rétablie. Au moment de la rétablissement de la connexion, il y a une synchronisation qui est faite et les blocs sont envoyés vers le repository. Donc voilà, ça c'est l'utilité de ce cache qu'il faut donc dimensionner. Voilà, de manière adéquate. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est le scheduling des sauvegardes de poste de travail. Vous voyez ici que la partie schedule, planification, n'a rien à voir avec la planification serveur, VM ou physique. Qu'est-ce qu'on a comme chose intéressante? On peut déclencher la sauvegarde, non pas comme on le fait traditionnellement sur un serveur, on définit une heure, sauvegarde, démarrage de la sauvegarde tous les soirs à 22h, tous les jours. Voilà, ça c'est classique. Sur le poste de travail, on peut faire des choses un peu plus, en tout cas qui correspondent un peu plus à la manière d'utiliser la machine. Donc on peut déclencher la sauvegarde non pas sur un scheduling comme ça horaire, mais sur des actions particulières. On peut déclencher la sauvegarde lorsque la session est lockée. Lorsque l'utilisateur lock sa session, on peut déclencher une sauvegarde lorsqu'il se déconnecte, déconnexion de la session, ou, ce qui est assez intéressant, c'est déclencher la sauvegarde lorsqu'un périphérique de sauvegarde est connecté au poste de travail. Si vous avez fourni par exemple des disques USB à certains de vos utilisateurs nomades, pour déclencher la sauvegarde ponctuelle, manuelle, peut-être en complément de la sauvegarde centralisée, parce que vous pouvez avoir deux sauvegardes sur la machine, une sauvegarde centralisée qui envoie la sauvegarde vers votre stockage centralisé, et puis une sauvegarde en complément qui peut être réalisée sur
je sais pas, le disque USB de l'utilisateur. Et bien en cochant cette case, à chaque fois que l'utilisateur branche son disque USB, la sauvegarde se déclenche tout de suite, sans aucune intervention nécessaire, sans aucune intervention manuelle de l'utilisateur. Donc c'est plutôt intéressant. Et ici, cette petite case permet de... Elle est utile dans un contexte de protection ransomware. Parce qu'en fait, à l'issue de la sauvegarde, le média, le disque USB connecté est automatiquement éjecté. Voilà. Ça évite de laisser connecter le disque USB et de le laisser exposer au risque de chiffrement complet de la machine en cas de attaque ransomware. Donc voilà, c'est une option comme ça qui permet d'isoler un peu les sauvegardes qui auraient été faites sur un disque USB. Et puis évidemment, vous imaginez si je fais une sauvegarde sur un lock et que l'utilisateur lock, délock, lock 15 fois sa session dans la journée, ça serait dommage que la sauvegarde se déclenche 15 fois. Et donc vous avez ici un moyen de contrôler en fait le nombre de sauvegardes sur un intervalle de temps. Voilà, ça permet ici d'avoir cette option. Backup no more often than every. Voilà, vous pouvez définir ici minutes, jours, ainsi de suite. Donc une fois par jour, demande an every one day. Voilà, ça fait, on peut contrôler comme ça. Ça permet d'avoir une seule sauvegarde par jour, même si l'utilisateur lock sa session plusieurs fois dans la journée. Ben voilà ce que je voulais vous montrer sur cette partie. Différence entre poste de travail et serveur. Et puis vous avez l'option ici Failover Cluster. L'option Failover Cluster, elle est dédiée, comme son nom l'indique, au Failover Clustering de Microsoft. Donc si vous avez mis en place un failover cluster Microsoft pour, je ne sais pas, du file system, un share CIFS, il faudra penser à sélectionner cette option-là pour que Vim ait connaissance qu'il est en présence d'un cluster et qu'il sauvegarde l'ensemble comme une entité, un cluster, et pas la sauvegarde individuelle des nœuds à l'intérieur du cluster. Si vous avez des clustering d'applications Microsoft, si vous avez des cluster Exchange, un DAG Exchange par exemple, ça peut être pertinent. Un Always On peut être pertinent sur machine physique. Voilà. Donc, le failover cluster est réservé au failover cluster Microsoft, toutes les applications compatibles. Juste je reviens rapidement sur le slide pour vous montrer les différences qu'il y a entre les versions. Donc l'agent, vous avez une version gratuite de l'agent, une version Workstation, une édition gratuite, une édition Workstation et une édition serveur. En termes licensing, vous avez sans doute entendu parler de notre licence Mood de licensing universel, qu'on appelle le VUL, VUL, Vim Universal License. C'est une licence flexible qui peut être utilisée à la fois sur de la machine virtuelle, de la machine physique, de la machine cloud. Et donc ça vous donne l'avantage donne une certaine flexibilité. Vous affectez vos licences à n'importe quel type de workload. En fait, on se préoccupe pas de la forme, savoir si le serveur est physique ou virtuel. Au niveau licensing, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est un serveur, le workload, physique ou virtuel. Je peux retirer sur une machine physique, l'affecter à une VM, vice versa, et puis comme ça, suivre les évolutions de mon environnement. Si je migre à des machines physiques progressivement vers des machines virtuelles, je réutilise les mêmes licences. Pour Vim, c'est pareil. Entre serveur et workstation, vous avez une petite différence. Alors, par serveur, il vous faut une VUL, une licence, par workload. La licence du poste de travail, je dirais qu'elle est 3 fois moins chère, parce qu'avec une licence serveur, vous pouvez sauvegarder 3 postes de travail. Okay. Donc, une licence VUL, une licence, vous permet de sauvegarder 3 postes de travail. Donc il y a voilà, petite
petit point particulier sur cette partie licensing. Après, l'édition Free, Workstation et Server, les différences majeures. Bon, vous voyez Free, tout ce qui est gestion centralisée, vous l'avez pas. La configuration et gestion à distance. Donc tout ce qu'on a vu là tout à l'heure, déploiement de l'agent, la configuration des protections groupes, ça vous l'avez pas. C'est une gestion qui est exclusivement autonome et standalone, on dit, avec l'édition Free. Vous n'avez pas de gestion applicative, SQL, Oracle, tout ce qui est consistance applicative, journaux de transactions, vous l'avez pas, les CBT, vous l'avez pas, l'indexation de fichiers non plus, et surtout, vous n'avez pas de support. Il n'y a pas de support technique Vim. Workstation et serveur, la différence porte sur tout ce qui est au milieu ici. Ce sont des fonctionnalités qui sont réservées au serveur. Alors, rien ne vous empêche, et je l'ai déjà vu chez certains clients, c'est-à-dire que ce licensing n'est absolument pas lié au système d'exploitation Windows. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez parfaitement déployer un agent serveur sur un Windows 10, sur un Windows 11. Ça fonctionne. J'ai déjà vu des clients avec des bases de données SQL de prod sur de Windows 10. Et pour ça, dans cette configuration-là, il était indispensable d'avoir la gestion de la cohérence applicative. Et là, vous le voyez sur le slide, tout ce qui est gestion de la cohérence applicative, c'est la partie traitement prenant en charge des applications. C'est un peu mal traduit en français. Mais tout ce qui est gestion de cohérence applicative, avec les VSS, ce n'est disponible que sur l'agent serveur. Donc on peut installer un agent serveur sur un OS poste de travail et vice-versa. Donc les licences ne sont pas liées au type d'OS. Ça dépend vraiment de ce que vous installez, de l'usage que vous avez de l'OS. Okay. Évidemment, support technique sur les deux. Workstation ici, voilà, un support technique assuré sur les deux versions, les deux éditions payantes. Alors je regarde si... Oula, il est 15h02. Je vais accélérer un peu pour parler un peu de restauration. Je regarde ce qu'il y a comme question. Peut-on effectuer des sauvegardes sur des équipements réseau comme des switches et routeurs? Pas encore. Pas encore. Je dis pas encore parce que je suis pas au courant de tout ce qui se prépare dans la maison chez Vim. Mais pour l'instant, non, on n'a pas de solution pour la sauvegarde des switches et des routeurs. Souvent, c'est des solutions qui sont assez fermées. Quand bien même, c'est des OS, ça tourne sous Linux, mais c'est devant les Linux modifiés, fermés, un peu verrouillés. Et puis après, il y a des questions de support de l'OS derrière. Bref, non, pour l'instant, on n'a pas de réponse pour ces composants-là. Mais après, est-ce qu'il est réellement nécessaire de sauvegarder ces composants-là? Parfois, la configuration, il suffit d'exporter et puis de la réappliquer sur un nouveau switch. En général, ça repart. Bon. Question après, système Lille Métropole. Bonjour, j'ai un souci lors de l'import d'un objet Active Directory, failover cluster dans le cadre d'un protection groupe d'un cluster SQL. J'ai eu une erreur et hors fail. Pourriez-vous nous montrer votre protection groupe de votre cluster SQL Always On? Je pense que bon, là, c'est un problème technique. Si vous avez des problèmes techniques comme ça, des erreurs, le réflexe, c'est vraiment d'ouvrir un case au support. C'est vraiment d'ouvrir un case au support, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Les personnes au support, ils ont les outils d'analyse, ils ont les compétences, ils vous accompagneront et trouveront une solution. C'est la meilleure des réponses à vous faire. Question première, est-il possible de faire une clé bare métal avec la version free? Deuxième question, Vim 11 Free est-il compatible Windows 2022? Est-il possible de faire une clé bare métal? J'ai pas compris. Avec la version free. Ah, pour la restauration bare métal. Alors effectivement, j'ai pas parlé de la restauration bare métal, j'en parlais tout à l'heure. Avec la version gratuite, je crois que c'est possible. Créer le recovery media. Est-ce que Vim 11 est compatible Windows 2022? Faudrait regarder dans le... j'ai pas vérifié, mais le réflexe comme ça pour savoir connaître les versions d'OS supportées par les solutions Vim, il faut regarder le Help Center. Je vais le partager parce que ça peut être aussi intéressant pour tous. Le Help Center,
C'est quoi? C'est l'agent, Vim agent, Windows. Alors, premier réflexe, la manière la plus rapide d'accéder aux documentations de Vim en ligne, c'est Google. Ça peut faire sourire, mais le moteur d'indexation de Google est tellement puissant que c'est bien utile. Vim agent Windows, Help Center. Ok, donc Vim agent Windows, Help Center, voilà, version 5. Pour tous les produits Vim, vous avez toujours au début du Help Center, vous avez ici Planning and Preparation. Vous avez toujours cette ligne. Et si vous voulez connaître les versions supportées par Vim, par l'agent et tout le reste, les versions supportées, pas supportées, System Requirement. Et là, vous avez la liste des OS qui sont supportés. Et là, on voit bien Windows 2022 qui est supporté. Okay, 2022 supporté. Donc la version free, même si c'est une version free, une édition free, ça reste elle est de la même version que les agents payants. C'est juste une question de licence, de fonctionnalité bloquée ou débloquée ou déverrouillée. Donc l'édition free est bien supporte version 2022. C'est une question de je ne sais plus. C'est pas bien grave. Alors je regarde. Question de Eric sur le licensing. Si j'ai besoin de sauvegarder depuis une machine VM dédiée, on va dire une cinquantaine de VM et 2 serveurs physiques, quelle licence va devoir être prise? Le coût variable selon le nombre de VM. Voilà, il y a 50 VM et 2 serveurs physiques, ça fait 52, ce qu'on appelle des instances chez nous, mais ça fait 52 serveurs au total. 50 VM, donc les 50 serveurs qui sont virtualisés, les 2 serveurs qui sont physiques, ça fait 52 workloads ou 52 serveurs, donc il faut 52 licences. Ça fait 6 packs VUL. Les packs sont vendus par licence de 10. Nicolas, question sur le webinaire. Oui, le webinaire ils sont toujours enregistrés. Vous recevrez en principe le lien de l'enregistrement avec les slides après, par la suite. Alors, il est 15h08, le temps passe. Je voulais vous montrer une dernière chose. C'est toute la partie, là, on a parlé partie sauvegarde, mais toute la partie restauration. La partie restauration, il y a des choses intéressantes. Donc là, bon, les sauvegardes se sont faites. On voit ici qu'il y a des jobs de sauvegarde. C'est le serveur Exchange, qui est toujours en cours d'ailleurs. Ok, bon, il est en train de sauvegarder ces 2 serveurs physiques. Et là, j'ai un autre serveur. Voilà, on voit ici en fait, pour faire la différence, là c'est VMware Backup, donc ça c'est la VM, Windows Agent Backup, là c'est serveur physique. Donc là, la classification par type dans la console qui permet d'identifier les sauvegardes de machines physiques. Donc, si on prend ça, je reviens ici sur disque, j'ai ici 3 jobs qui ont sauvegardé des machines physiques Windows. Celui-là, il n'a pas fini. Je vais prendre ici, c'est un contrôleur de domaine qui est sauvegardé. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Si je fais un clic droit sur cette VM, donc sur cette sauvegarde, j'ai plusieurs options de restauration, différentes possibilités en termes de restauration. Ici, j'ai la possibilité de créer ici un recovery media. Le recovery media, c'est un ISO qui va être créé par Vim et qui va être utilisé pour la restauration bare métal, une restauration complète de serveur sur n'importe quel matériel. Les caractéristiques du nouveau serveur peuvent être identiques ou totalement différentes. Ça va fonctionner. Et c'est d'ailleurs l'intérêt du Recovery Media, puisque c'est un ISO que vous allez monter sur le nouveau serveur. Vous allez booter le nouveau serveur sur cet ISO. On va charger un certain nombre de drivers par défaut. Vous pouvez très bien injecter dans le Recovery Media un driver un peu particulier ou spécifique parce que vous avez un périphérique un peu spécifique. Donc vous pouvez personnaliser le Recovery Media pour que le serveur puisse booter. Par exemple, le contrôleur de RAID du contrôleur RAID, par exemple, s'il est un peu ancien ou un peu particulier, vous pouvez injecter ce driver. Une fois que le serveur a booté, sur le Recovery Media Vim, vous aurez un bel assistant qui se lance, qui vous prend par la main et qui va vous demander, vous poser un certain nombre de questions, qui va notamment vous demander
où se trouvent les sauvegardes, où sont les sauvegardes de la machine qu'on est en train de restaurer. Donc là, c'est partage réseau, ou peut-être connecté au backup server Vim. Et puis ensuite, ce recovery media va aller chercher la sauvegarde et faire la restauration bare métal. Donc le recovery media nécessaire pour les restaurations bare métal complètes, en ayant évidemment sauvegardé l'image complète. Vous ne pouvez pas faire de restauration bare métal si vous avez sauvegardé seulement quelques volumes, une sauvegarde fichier, évidemment, ça va de soi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des choses classiques. Restauration fichier. Ici, restore guest file. Restore application items. Vous voyez. Là, Vimsec, c'est un Active Directory physique qui a été sauvegardé. Il vous présente tout de suite la restauration granulaire d'objets AD. Donc ça, c'est l'utilitaire de restauration d'objets Active Directory qui permet de restaurer granulairement, par exemple, un objet de l'Active Directory, un compte utilisateur, un compte ordinateur, des mots de passe, enfin tous les attributs des objets Active Directory sont restaurables avec notre utilitaire de restauration qui s'appelle Explorer for Active Directory. Je peux restaurer vers le cloud directement, ma machine physique. Je peux la restaurer dans une instance EC2, vers Amazon. Si vous avez tout ce qu'il faut côté Amazon, vous avez un compte de crédit et autres, des ressources, vous pouvez faire des restaurations on-premise vers le cloud pour différents use cases, du test, du dev, peut-être du PRA. On a des clients qui s'en servent comme reprise d'activité, plan de PRA. Ils n'ont plus d'infra local, ils ont des sauvegardes, ils restaurent directement ou restaurent certaines VM directement dans le cloud. Donc on peut avoir cette restauration, on direct restore to Amazon, to Azure et vers Google Cloud. On peut restaurer la machine physique vers Nutanix AHV. C'est une restauration complète. On va extraire les données de la sauvegarde et puis copier vers les data stores Nutanix, monter la VM. Et enfin, pour finir, on voit qu'il y a plein d'autres choses encore, hein. Restauration de volume, restauration de virtual disk. Et ici, restauration instant recovery, restauration instantanée. La restauration instantanée, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis 15 ans maintenant et qu'on a proposé au départ pour les machines virtuelles. C'est l'instant VM recovery, c'est sans doute une des fonctionnalités les plus emblématiques de Vim. Ce qui a totalement changé, je dirais, la manière de gérer la protection de données il y a 15 ans. Et donc l'instant VM recovery, on l'a transposé à d'autres types de workloads. On l'a transposé aux machines physiques. Et donc désormais, en sauvegardant des machines physiques, donc des serveurs Windows physiques, vous pouvez faire un instant de recovery de ces machines physiques en VM. Et donc ça veut dire qu'on va démarrer tout de suite, à partir de la sauvegarde, ce serveur physique en VM sur quasiment, je dirais, n'importe quel hyperviseur, parce qu'on a les 3 principaux du marché. Je peux faire un instant de recovery vers VMware, vSphere, vers Hyper-V ou vers Nutanix AHV. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et peut-être d'unique sur le marché. Vous avez une machine physique, vous avez sauvegardé un incident sur la machine physique qui vous empêche de l'utiliser, de l'exploiter, de faire fonctionner l'application. Vous pouvez faire un instant de recovery sur un de vos hyperviseurs pour restaurer en quelques minutes le fonctionnement du service et le fonctionnement applicatif. Donc en termes de RTO, c'est quelque chose de très intéressant. Ça peut aussi vous permettre de faire du P2V, conversion physical to virtual. Parce qu'en réalité, Vim change, c'est une conversion qu'on Vim réalise en tâche de fond. On prend de la sauvegarde du machine physique, et puis on va injecter tout ça dans une machine virtuelle en prenant en compte les spécificités de chaque hyperviseur. Le format virtuel VMware n'est pas celui d'Hyper-V, n'est pas celui de Nutanix AHV. Donc on fait une conversion et on obtient comme ça une transformation physique vers virtuel. Donc pour des conversions ponctuelles P2V, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. C'est un use case supplémentaire. Okay. Si je fais l'instant de recovery, je vais juste vous montrer l'assistant. L'instant de recovery, donc là j'ai un AD physique qui était sauvegardé, je veux le démarrer directement en VM de manière instantanée, directement depuis la sauvegarde. Bon, ici vous choisissez les points de rétention disponibles. Bon, on va prendre le dernier, hein, il y en a pas mal. On choisit la destination, donc là je vais aller chercher, lui dire à Vim sur quel ESX est-ce que je veux démarrer cette
VM. Je prends un ESX au hasard. Je laisse tout ça par défaut. Vous pouvez définir le dossier des VM, le resource pool, les réseaux. Oui, pour faire un mapping source target. Bon, je vais laisser comme ça par défaut pour aller un peu plus vite. Vous pouvez customiser un certain nombre de choses, les UID, le cache, c'est pas important. Et ici, vous avez ici la possibilité de faire un Secure Restore. Le Secure Restore, c'est une technologie qui a maintenant 3 ans, 3-4 ans peut-être, qui permet de vous assurer que vos restaurations sont sécurisées. Ça permet de vous assurer que ce que vous restaurez ne contient pas de menaces potentielles pour votre production, qu'il n'y a pas de malware à l'intérieur des serveurs que vous restaurez. Donc c'est une technologie dans laquelle on va avoir une intégration, on va mettre à contribution un antivirus, qui est l'antivirus installé sur le backup serveur par défaut, on peut le changer. Et cet antivirus-là va être mis à contribution pour scanner à froid les volumes de la machine qu'on est en train de restaurer. Et si jamais une menace est détectée, si jamais un malware est détecté dans la VM, Vim peut interrompre immédiatement, c'est ici, peut interrompre immédiatement la restauration si je laisse cette option configurée. Je peux aussi dire à Vim de finaliser la restauration, mais de désactiver les cartes réseau de la machine restaurée, de manière à ce que la VM restaurée soit isolée, soit mise un peu en quarantaine, qu'elle n'ait pas le risque de contaminer la production. Mais voilà, vous pouvez très bien dire à Vim d'interrompre à la première détection d'un malware, on peut tout de suite interrompre la production. Donc le Secure Restore, comme son nom l'indique, restauration sécurisée, intégration avec tous les antivirus du marché. Il faut que l'antivirus soit installé sur le backup serveur. Vim va utiliser cet antivirus pour scanner à froid. Je dis bien à froid, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on va pas démarrer la machine pour le faire. On scanne à froid. On va monter les volumes sur le backup serveur et on va scanner l'ensemble des volumes du serveur avant de démarrer en instant de recovery ou même en restauration complète. Et ensuite, on arrive à la fin de l'assistant pour le déclencher. Je ne vais pas le déclencher parce que pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter, les petites particularités sauvegarde, restauration. Et donc, vous voyez qu'il y a une vraie passerelle physique virtuelle. On peut faire un P2V, on peut faire un V2V, passer d'Hyper-V vers VMware, HV vers VMware vers Hyper-V. Une passerelle multidirectionnelle qui donne une réelle portabilité entre vos environnements on-premise, vos environnements cloud, avec ce principe de sauvegarde-restauration. Alors, je prends encore quelques questions et puis ensuite je vais clore le webinaire. Question de Christophe. Pour le scan antivirus, faut-il une version particulière d'antivirus? Non, en fait, il faut tous les antivirus du marché sont utilisables par Vim, sont supportés. Il y en a 4. J'ai plus la liste exacte en tête. À chaque fois, j'en oublie un, mais il y a évidemment Windows Defender, l'antivirus de Microsoft. Il y a i7, McAfee, et le 4e, j'ai toujours un doute. Mais de toute façon, c'est dans la documentation, dans le user guide de Vim. J'ai dit McAfee et 7, Windows Defender, je me demande si c'est pas Train de micro, j'ai un doute. Il y en a 4 qui sont supportés directement by design, c'est-à-dire qu'ils sont totalement intégrés, il n'y a aucune opération complémentaire à faire. Vous lancez l'opération, si l'antivirus est installé sur le backup serveur, le Vim Backup utilisera l'antivirus pour scanner les volumes. Pour les autres antivirus, en dehors des 4 que j'ai cités, il faut simplement modifier un fichier XML sur le backup serveur. Il y a un fichier XML sur le backup serveur qu'il faut modifier pour le personnaliser un peu, en intégrant des lignes de commande spécifiques à l'antivirus, autres que les 4 que j'ai cités. Pour que Vim puisse utiliser les bonnes commandes pour mettre à contribution l'antivirus qui est installé localement. Question licensing de Amadou. J'ai 6 hyperviseurs ESXi et un total de 75 VM et 4 machines physiques. Quelle licence pourrais-je prendre dans ce cas de figure? En fait, les licences au processeur vont disparaître chez Vim.
si vous êtes déjà en possession, si vous utilisez aujourd'hui des licences au processeur, au socket, c'est très bien, vous continuez à les utiliser. Mais les licences au processeur ne seront plus commercialisées. J'ai plus le délai en tête, hein, je crois qu'il y a une date butoir. C'est peut-être passé d'ailleurs déjà, mais je suis pas très au fait de toutes ces questions au licensing. Et en fait, le seul mode de licensing qui seront disponibles, c'est le licensing VUL à la machine virtuelle, enfin au serveur, machine licence au serveur. Donc dans l'exemple que vous citez, Madou, 75 VM et 4 machines physiques, ça fait 79 serveurs à sauvegarder. Il y a 75 VM et 4 physiques. Donc 79. Il faut 79 licences, et comme les licences sont vendues par pack de 10, il faut 8 packs. Okay. Il faut 8 packs VUL, VUL, Vim Universal License. Bon, je regarde. J'ai peut-être raté des questions au milieu, hein, parce que je vous avoue que l'outil GoToWebinar, il n'est pas toujours très ergonomique là pour la gestion des questions. Mais si j'ai oublié des questions plus haut, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Donc mon adresse email arnaud.kenam@vim.com. Faites-moi un mail et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Bon, 15h22, on a très largement dépassé le temps qui était prévu, je crois que c'était 1 heure. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. J'espère que ça a été intéressant. Voilà, c'est peut-être parmi vous des experts Vim qui étaient déjà au fait de toutes ces possibilités, de toutes ces petites options. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un refresh. Et puis pour tous les autres, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et que vous avez beaucoup plus de confiance dans la gestion de la sauvegarde de vos serveurs physiques Windows. Merci pour la présentation. Merci Eric. Merci Stéphane. Merci à tous. Merci à tous. Il ne me manque plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, et puis pour dire à très bientôt. Au revoir tout le monde.